3, 2, 1, 0 and liftoff of Space Shuttle Atlantis as Columbus sets sail on a voyage of science to the space station. 7 février 2008. La navette spatiale Atlantis décolle avec à son bord 7 astronautes, dont 2 Européens. L'Allemand Hans Schlegel et le Français Léopold Eyarts. Ce dernier va passer 49 jours à bord de la Station spatiale internationale afin de mettre en route le laboratoire Columbus de l'Agence spatiale européenne. C'est à la Cité de l'Espace, à Toulouse, dans une reproduction à l'échelle 1 du laboratoire Columbus, que nous avons rencontré Léopold Eyarts un an après sa mission. Alors d'abord, la mission s'est bien passée dans son ensemble, donc je crois que c'est un des résultats évidemment importants dont tout le monde est heureux. Il n'y a pas eu de problème majeur au cours de l'installation de Columbus, de son activation, aussi au cours de l'activation des laboratoires scientifiques de Columbus et des expériences. Alors on a eu quelques petits problèmes effectivement avec l'un des modules scientifiques de bord, mais je crois que c'était relativement limité par rapport à ce que ça représentait de cette installation de Columbus dans son ensemble. Même si on a déjà volé auparavant, lorsqu'on travaille en apesanteur, on a parfois des surprises dans le travail qu'on a à faire et parfois des difficultés auxquelles on ne s'attend pas. Bon, ça m'est arrivé en particulier avec une des expériences de biologie où j'ai mis beaucoup plus de temps que ce qui était prévu pour la réaliser. Mais lorsqu'on travaille dans l'espace, bien sûr on fait de la recherche et de la technique, mais il y a aussi tout un retour opérationnel, un retour d'expérience qui est très utile pour l'avenir. Donc ça fait aussi partie je dirais, des objectifs de ce que l'on fait aujourd'hui dans les vols spatiaux habités. À propos de l'installation de Columbus, lorsqu'on regarde les vidéos, on constate que vous avez dû porter des lunettes et un masque. Pourquoi cette précaution ? Ce sont des mesures de sécurité qui ont été demandées chaque fois qu'on rentre dans un module nouveau. Il y a eu dans le passé des cas où avec le MPLM, qui est un module, je dirais, de transport de matériel qui fait les allers-retours avec la navette, il y a eu des débris métalliques. Donc pour éviter qu'on respire ces débris ou qu'ils arrivent dans les yeux, on se met une protection, des lunettes et un masque. Mais bon, Columbus était parfaitement propre et on a pu les enlever assez rapidement. Avant de mettre en route les expériences dans Columbus, vous avez dû changer de place les armoires qui les contenaient. Pourquoi était-ce nécessaire ? Parce que au moment du lancement, il faut respecter des contraintes au niveau du centre de gravité de la navette. Donc tout simplement, on a mis les armoires scientifiques alignées avec l'axe principal de la navette. Et lorsqu'on arrive en orbite, bien sûr, ces contraintes n'existent plus. Et à ce moment-là, on a déplacé 3 des modules scientifiques de Columbus vers leur position finale. Alors il s'agit là de votre deuxième vol spatial. Vous avez auparavant, en 1998, séjourné une vingtaine de jours à bord de la station russe Mir. Quel point commun retenez-vous ? Alors effectivement, j'ai fait mon premier vol sur Mir il y a une dizaine d'années, mais je crois que ça a été utile après dans mon deuxième vol donc dans la Station spatiale internationale, puisque une grosse partie de la Station internationale est une partie russe en fait. Donc l'apprentissage que j'ai eu au cours de mon premier vol, à la fois sur le plan technique et sur le plan linguistique russe, a été utile pour mon deuxième vol. En revanche, par rapport à votre mission sur Mir, n'y a-t-il pas eu une grande différence au niveau de l'entraînement ? Puisque là, vous avez dû vous entraîner en Europe, mais aussi dans tous les autres pays partenaires, j'imagine. Effectivement, au moment de mon vol sur Mir, j'ai passé 1 an et demi à m'entraîner en Russie, à la Cité des Étoiles. Et donc, ça donne un cadre stable pour l'entraînement, on ne voyage pas beaucoup. Par contre, pour la station internationale, il y a plusieurs éléments dans la station, américains, russes, japonais, européens bien sûr, canadiens, donc on est amené à voyager un peu partout. Les gens se sont mis d'accord pour standardiser les méthodes d'entraînement, donc même si les techniques qui sont enseignées et la langue aussi parfois sont différentes, puisqu'en Russie on s'entraîne en russe, aux États-Unis et ailleurs en anglais, il y a quand même des choses qui sont communes, standards dans l'entraînement. Mais bien sûr, l'environnement est différent, on rencontre des gens de différentes cultures, mais on finit aussi par tous se connaître. Le monde des astronautes et des gens qui forment les astronautes est relativement petit. Est-ce qu'une fois là-haut, la station retrouve une unité ou est-ce que les modules issus de différents pays ont une personnalité marquée ?
Bon, la station, on la vit comme une, effectivement, mais par contre, lorsqu'on passe d'un endroit à l'autre, il y a des différences d'environnement. Donc l'environnement visuel, l'environnement sonore est très différent. Même si la station a une certaine unité, il y a aussi, on voit la diversité dans les différents modules de la station internationale. À propos des différences d'environnement sonore, comment est-ce que ça se traduit? Columbus est-il par exemple plus calme que le reste de la station? Ben, par exemple, oui, comme vous venez de le dire, Columbus c'est un module où il y a très peu de bruit et je crois que les astronautes en général l'apprécient parce que c'est un endroit où on a envie de dormir parce que l'environnement est très calme, ce qui n'est pas le cas dans toutes les parties de la station, bien sûr. Vous êtes astronaute, mais aussi pilote et ingénieur en aéronautique, et à ce titre, vous avez travaillé sur plusieurs projets d'avions spatiaux, notamment une chaloupe de sauvetage pour la station, ou encore le projet de navette européenne Hermès. Et là, vous avez enfin pu voler à bord d'un avion spatial, la navette. Que retenez-vous de cette expérience? Oui, tout à fait. Effectivement, il y a eu quelques projets sur lesquels j'ai travaillé dans le passé, dont sont des projets qui n'ont pas tous abouti malheureusement, mais bon, pour moi c'était intéressant de pouvoir avoir une expérience à la fois sur la capsule russe, le Soyouz, et sur la navette spatiale américaine. C'est un retour très en douceur par rapport au Soyouz. Bon, c'est lié à la conception du vaisseau lui-même, puisque dans une capsule on rentre sous parachute, dans la navette on rentre comme un avion. Donc ce qui était surprenant avec la navette spatiale, c'est le calme de la rentrée, c'est même, ce que je dis, plus confortable qu'un avion de ligne. En fait, on a rencontré moins de turbulences. Et l'atterrissage est fait tout en douceur. Les États-Unis ont déjà défini la prestation de leur programme spatial. Il s'agit donc pour eux de ramener des astronautes sur la Lune à l'horizon 2020 et peut-être plus tard de construire une base. Est-ce que vous pensez que l'Europe a les moyens d'être un acteur principal si une coopération internationale se dessine? Oui, bien entendu. Je crois que l'Europe a les moyens de le faire. On a déjà quelques briques aujourd'hui avec le Columbus et la TV, mais je crois qu'on est prêt aussi à aller plus loin et à développer des moyens plus stratégiques. Par exemple, un vaisseau de transport qui pourrait servir à la fois pour les vols en orbite autour de la Terre ou pour aller vers la Lune. Pour conclure sur le futur du programme spatial habité, l'étape suivante ce sera Mars, et certains disent qu'on peut se passer de l'étape lunaire. Qu'en pensez-vous en tant qu'astronaute? Il faut procéder avec des étapes raisonnables. Je crois qu'aujourd'hui on n'est pas prêt à aller sur Mars, d'abord à cause des distances, et ensuite parce qu'on a encore à développer la technique et les opérations, c'est-à-dire l'expertise humaine, si l'on peut dire, pour pouvoir aller plus loin. Donc je crois que la Lune, c'est une étape raisonnable qui nous permettra de développer ensuite une autre expertise pour pouvoir aller plus loin.